Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Lindy McDonald et je serai votre animatrice pour le webinaire en direct de cet après-midi avec John Delacour, vice-président et chef de l'équipe des affaires publiques de Hill et Knowlton, stratégie à Ottawa. Je me joins à vous aujourd'hui depuis l'Est de Sault-Sainte-Marie en Ontario, qui est le territoire visé par le traité Robinson-Huron. Le territoire d'où je me joins à vous est le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, plus précisément des Premières Nations de Garden River et de Batchewana, ainsi que des Métis. Étant donné que cette réunion, comme la plupart des réunions en ce moment, se déroule virtuellement, une simple reconnaissance du territoire ne rend pas hommage à tous les peuples et nations qui ont pris soin de ce territoire avant nous. Il ne rend pas compte de la richesse de notre répartition à travers le Canada. J'encourage chacun et chacune d'entre vous à prendre un moment pour reconnaître le territoire autochtone à partir duquel vous vous joignez à notre webinaire aujourd'hui. Depuis ses débuts en 1963 à Victoria, en Colombie-Britannique, retraités fédéraux militent pour protéger les pensions et les prestations acquises par ses membres et pour améliorer la vie de tous les Canadiens et Canadiennes à la retraite. Nos initiatives de défense des intérêts non partiels soutiennent une retraite sûre, saine et digne. La capacité de vieillir chez soi dans la dignité et la sécurité ne devrait pas dépendre de votre code postal, mais c'est ce qu'on a observé pendant la pandémie de COVID-19. Les Canadiens et Canadiennes de tous âges ont un besoin urgent que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble sur cette priorité pour s'assurer que les soins à domicile soient disponibles, que les médicaments soient abordables, que les communautés soient accessibles et que le revenu de retraite soit sûr. Maintenant, je vous présente John, qui a passé 12 années à travailler sur la colline du Parlement sous 3 gouvernements libéraux, a été directeur des communications bureau de recherche du caucus libéral, où il a travaillé de près avec le bureau du premier ministre sur la gestion d'enjeux et de communication portant sur une vaste gamme d'initiatives stratégiques. John a aussi travaillé avec des ministres et députés dans différents rôles politiques. Il s'est joint à Hill Knowlton Strategy à son bureau d'Ottawa pour diriger son équipe des affaires publiques en 2019. Auteur et commentateur à succès sur les affaires nationales. John a publié 3 romans et a aussi rédigé des articles pour Policy Magazine, The Hill Times et The Ottawa Citizen. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Une fois de plus, merci Linda. Premièrement, je veux que vous sachiez que ce webinaire est enregistré et que son enregistrement sera envoyé par courriel à toutes les personnes qui sont inscrites. Dans cette capture d'écran, vous remarquerez une fenêtre vidéo montrant la personne qui parle. Si cette fenêtre cache des images que nous affichons, vous n'avez qu'à la minimiser en cliquant sur la ligne au coin supérieur gauche ou à la déplacer, cette fenêtre en la faisant glisser avec votre souris ailleurs sur l'écran. Pour entrer ou sortir de l'affichage plein écran sur votre appareil, cliquez sur le bouton Passer en mode plein écran ou le bouton et le mode plein écran en haut à droite de la fenêtre de Zoom. Les personnes qui assistent au webinaire sont en mode visionnement seulement, ce qui veut dire que vous ne pouvez voir que les personnes qui font une présentation. Si vous souhaitez poser une question durant ce webinaire, cliquez sur le bouton Q et R en bas de l'écran pour ouvrir la fenêtre permettant de taper vos questions. À partir de la fenêtre des Q et A, vous pouvez taper votre question et cliquer sur le bouton Envoyer pour la soumettre, votre question. Veuillez noter que toutes les questions auxquelles nous répondrons durant le webinaire s'afficheront à l'écran dans la fenêtre des questions. Nous répondrons aux questions à la fin de notre présentation, mais veuillez les taper dans la fenêtre à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. J'aimerais aussi vous signaler que vous pouvez voter sur les questions qui ont été soumises en cliquant sur l'icône pouce en l'air. Cela aidera notre équipe à comprendre ce que vous souhaitez le plus savoir de la part de notre panéliste aujourd'hui. Si vous entendez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, veuillez cliquer sur l'icône pouce levé.
Comme l'option converser ou chat qui se trouve au bas de votre écran n'est pas disponible, veuillez vous assurer d'utiliser la fonction Q&R pour soumettre vos questions. Si vous avez besoin de quitter le webinaire à un moment donné, il suffit de cliquer sur le bouton « Quitter » au coin inférieur droit de l'écran. Merci, Joanne. Et maintenant, commençons. Ceci dit, John va nous guider à travers les perspectives de la scène de la politique fédérale en 2021. Nous aurons le temps de répondre à certaines de vos questions à la fin. N'oubliez pas de poser vos questions en cliquant sur le bouton Q&R et de voter pour les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde avec un pouce en l'air. À vous la parole, John. Si vous avez des questions qui ne sont pas là pendant la conversation, sachez que je serai disponible pour vous offrir des réponses aux questions dans les journées à venir. J'espère que tout ce que je vais vous soumettre, c'est un aperçu, un survol de ce que l'on peut prévoir sur le plan politique cette année. Une année qui se présente avec des défis sans précédent et notez que j'essaie d'éviter de répéter la même phrase sans précédent, mais c'est véritablement une année sans précédent. Ce dont nous allons ce sur quoi nous allons nous intéresser, c'est un survol des considérations en lien avec le gouvernement minoritaire, les dates importantes, les dirigeants et les influenceurs et les priorités législatives. Travailler dans le contexte d'un gouvernement minorité après dépôt de budget pose défi sans précédent, non seulement pour ce gouvernement, mais tous les gouvernements à l'avenir, surtout à rebâtir. Il est difficile pour nous de croire. Nous sommes dans le 14 mois de crise et le style de ce gouvernement, ça a été de gérer une base hebdomadaire pour faire preuve de développement des politiques les plus positives que l'on aperçoit articulées dans le budget actuel. Ce qu'on observera, je crois, c'est un plan ambitieux dans le contexte de la rubrique Rebâtir en mieux. Comme avant, et la meilleure façon de dire, je crois, c'est que la pandémie a retiré le voile sur les iniquités, les défis qui étaient visibles, mais auxquels on ne s'attaquait pas avec efficacité. Mais les gouvernements sont motivés, je pense, à s'y attaquer très précisément, et ceci dans le contexte présentement des soins de longue durée. Et la considération principale, c'est la période électorale anticipée. Et les considérations qui font l'objet des réflexions du gouvernement sont-ils dans des conditions de résultat électoral pour devenir majoritaire? Et ils ont une attitude de rejet à toute initiative qui cherche à obtenir l'opposition. Elle dit, ben non, tu ne l'obtiendras pas ta majorité. Alors, ce qu'on observe dans le budget, non seulement avec les soins de longue durée, mais avec l'avantage social à l'endroit des enfants, les politiques sociales pour
répondre aux défis de la pandémie. Il y a des points où la vision confédérale des conservateurs et la vision des libéraux pour se démarquer. Comment vont-ils se démarquer? Il y aura plus de motions alors, c'est sûr et certain que les conservateurs et le nouveau Parti démocratique vont chercher à se définir auprès des Canadiens de plus en plus par des motions de la part de cette opposition pour se positionner en préparation aux élections. Ce qui est notable en lien avec le premier mandat Trudeau, c'est qu'un tiers de toute la législation a reçu plusieurs mandats provenant du Sénat. Et si on tient compte des groupes non affiliés, 5 groupes au Sénat maintenant. Et donc, c'est une grande considération quand nous tenons compte des procédures législatives. Et c'est plus prononcé dans le contexte des nouveaux groupes au Sénat. Et donc, l'objectif principal du gouvernement actuel, c'est de rebâtir en mieux. Et ceci a été remarqué dans son budget dernier et sera souligné. Nous pouvons le prévoir dans son énoncé du budget du 19 avril. La prochaine date à prendre en compte, comment le déroulement de la vaccination affectera d'une manière pénible l'avenir ou le succès des différents partis politiques. Notre gouvernement continue à être fort. Les chiffres d'approbation sont forts pour le gouvernement actuel. Et au provincial, c'est autre chose. Ils sont à suivre les sondages de notre gouvernement actuel, libéral. Et je pense que les sondages sont à créer les conditions idéales pour une nouvelle campagne électorale. Ceci dit, si nous traversons cette séance et la Chambre ajourne en juin, la période de juin à août pourrait représenter la première occasion de campagne électorale. Mais je pense que c'est plus réaliste pour nous tous, qu'il est plus probable qu'il y aura une campagne électorale plus tard dans l'année. Le gouvernement a un bon nombre de préoccupations et doivent gérer la situation pour atteindre une situation gagnante pour devenir un gouvernement majoritaire. Ils ont besoin de créer du logement abordable très rapidement. Et tel que mentionné, un effort croissant pour une transition économique, une économie dominée par à s'éloigner de l'industrie fossile. Et donc, il subit énormément de pression à cet effet. Et c'est ce qu'il a promis. Et un enjeu équilibré avec un effort pour créer 1 million d'emplois et remettre les Canadiens au travail. Et donc, des nouveaux programmes de formation. Vous allez augmenter un rôle accru pour le gouvernement fédéral qui pèsera énormément au sein des réflexions du gouvernement fédéral actuel et ce qu'ils veulent énoncer dans leur budget. Cependant, le Parti conservateur, tel que mentionné, ces enjeux qui cherchent à semer la discorde, qui
veulent créer un enjeu, quelque chose qui va cultiver les craintes, sachant qu'ils sont en opposition présentement, posent défi. L'attention des Canadiens n'est pas intéressée par la partisanerie présentement. Tous les sondages le révèlent. Les Canadiens mettent l'accent sur la période de reprise économique et le succès de la vaccination. Ils veulent être vaccinés, ils veulent savoir que tout le monde est vacciné et que c'est ça. M. O'Toole a est confronté à un défi pour véritablement se positionner en tant qu'alternative viable au gouvernement actuel. En partie, le défi constant de tous ceux qui veulent défaire le gouvernement, mais sur plusieurs fronts, les Canadiens veulent que les partis au gouvernement fonctionnent ensemble. Et ils auront l'occasion de se démarquer dans les comités parlementaires à se faire ressentir entendu, faire pression, faire influence. Il est très clair que M. O'Toole sera mis à défi à la prochaine campagne électorale. Alors, il a de la difficulté à être appuyé par son propre parti. Il a été confronté à un enjeu de division interne en lien avec la question sur les changements climatiques. Et ceci nous éclaire sur les défis avec lesquels il doit composer. Maintenant, Jack Minsing est mieux positionné. Il va probablement gagner plus de sièges. Plusieurs enjeux du nouveau Parti démocratique sont en accord avec notre gouvernement actuel, mais notre gouvernement actuel sera mis à défi pour être aussi progressiste que possible pour travailler effectivement avec l'opposition de M. Singh. Il est bien positionné également pour offrir le correctif, je dirais, aux enjeux plus centristes du Parti libéral. À sortir de crise, c'est une période où le rôle du gouvernement dans les vies des Canadiens doit être réaliste et doit se concentrer sur les soins de longue durée, le soutien pour les travailleurs des premières lignes, l'appui à l'éducation, tous ces enjeux qui normalement sont des enjeux plus provinciaux. Et en raison des antécédents de M. Singh à Queen's Park, il a un avantage. Comment va-t-il pouvoir traduire ceci en siège à la Chambre? Reste à voir. De son côté, M. Blanchet est positionné pour une fois de plus c'est une alliance avec la CAQ pour s'aligner effectivement et de manière stratégique avec la CAQ, le gouvernement au pouvoir du Québec. Et il dépend de l'approbation et des opportunités pour appuyer le gouvernement libéral s'il peut y trouver un avantage électoral au Québec. Et donc, de la part de M. Blanchet, je pense que ce sera une voix forte dans sa conviction de tous les enjeux provinciaux qui appartiennent à la province et doivent demeurer, tous les pouvoirs doivent être protégés pour la province du Québec. Alors, le parti à surveiller, je pense, c'est le parti vert. C'est là où on va peut-être voir des opportunités
priorité d'avancement et de présence à la Chambre. Madame Paul, elle va chercher à être élue dans le Toronto Centre et ses capacités à attirer les adhérents du nouveau Parti démocratique dans cette circonscription. Elle a toujours été un attrait sans précédent. Une fois de plus, je dis sans précédent. Elizabeth May était était beaucoup plus centriste que de la gauche, contrairement à Mme Paul. Elle est beaucoup plus activiste et un poids de balancier dans son rôle de voix au fédéral. Cependant, indépendamment de notre perception d'une narrative de campagne, la gestion de la COVID-19 va demeurer la principale priorité. Le retour à une cible budgétaire, ça veut dire un horizon de 5 ans pour refléter un monde avant la COVID-19. Cependant, les enjeux qui vont dominer vont tenir compte des subventions salariales et les enjeux financiers qui vont mettre l'accent sur les secteurs individuels, le secteur caritatif, par exemple, et également, et tel qu'on l'a vu se démarquer ces derniers 8 mois de la pandémie, un focus accru sur les lignes aériennes, un soutien pour le secteur des transports et son rôle pour l'avancement de la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup des défis face à l'équipement de protection des individus fait en sorte qu'on doit nationaliser non seulement les vaccins, mais la fabrication des équipements de protection indépendante. Et comment le gouvernement va développer pour les Canadiens dépend de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et son roulement dans les transports. Et donc, dans ces lettres de mandat des membres du Conseil, le gouvernement et les lignes directrices vont aller de l'avant en lien avec l'assurance pharmacie pour offrir des prix pharmaceutiques abordables, surtout pour les personnes qui doivent utiliser des médicaments très, très dispendieux. Nous allons voir donc une narrative très persuasive pour les Canadiens. Ceci dit, tout ceci va mettre l'accent tel qu'on l'a observé aux États-Unis, cette mission objectif de rebâtir en mieux. Semblable à ce qu'on a vu au Congrès aux États-Unis, on parle d'infrastructures, mais ça tient compte des infrastructures sociales à tel point que la définition d'infrastructure est à ce point élastique. Et vous allez voir la même chose dans ce budget de ce mois-ci, du 19 avril. Nos communautés vont être appuyées par le gouvernement de façon nouvelle et innovative. Ceci dit, le gouvernement est toujours en mode de crise, mais nous sommes à nous préparer à la reprise. Les recommandations pour nous, donc, c'est une approche de tout ce qui est gouvernement pour trouver nos champions, non seulement à la table du cabinet, mais une lentille régionale. On a observé l'impact de la pandémie
plus profondément ressenties chez les aînés. Comment animer et motiver ces voix locales, puisqu'ils sont des preneurs de décision au Parlement, pour créer ce cadre nécessaire pour une véritable vision pour les aînés au dépôt du budget et les priorités du gouvernement allant de l'avant. Et dans le contexte des soins de longue durée, c'est une occasion pour une vision d'ensemble sur le secteur des aînés, le plus grand facteur démographique. Nous sommes donc bien positionnés pour être une voix clé dans cette conversation allant de l'avant. Ceci dit, je veux vous offrir une période de questions et répondre, j'espère, à vos préoccupations les plus pressantes. Sachez cependant que je suis heureux de faire suite aux questions auxquelles nous n'aurons pas répondu pendant la période qui nous est accordée présentement. Bien, j'ai une question ici de la part de Sandra. COVID a affecté davantage les femmes, surtout celles qui travaillent dans les services essentiels et dans le secteur des soins non rémunérés. Donc, du point de vue du gouvernement et des partis d'opposition, comment peut-on apercevoir ceci? Suite à mes conversations avec les membres du gouvernement et les groupes consultatifs pour réagir à la séance de ELLE. Et dans ces efforts pour un équilibre genré, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire pour une lentille paritaire du genre. Là où ceci a été observé, c'est que tous les projets d'infrastructure actuels doivent passer le test de la parité des genres, la parité des genres. Et donc, ce sera de plus en plus important pour ce gouvernement, semblable aux États-Unis, va consacrer vont consacrer une partie importante de Rebâtir en mieux en lien avec la femme. Infrastructure de rebâtir la communauté. Et ce comité consultatif, j'espère, fera partie de cette conversation. Ceci dit, je crois que c'est un domaine où l'opposition pense qu'ils peuvent intervenir dans le contexte de l'ouvrage qu'il reste à faire à cet effet, plus que jamais. Quand nous étudions les enjeux de genre au niveau du Conseil, vous observerez une fois de plus une conversation plus publique, plus rigoureuse sur les inéquités systémiques au sein des conseils d'administration. Je pense que c'est ce qu'on peut anticiper. Une question suivante est drôlement appuyée, plusieurs pouces en haut. Le revenu de base. Quand allons parler de revenu de base pour tout face à cette pauvreté? Il y a des membres du cabinet de Justin Trudeau, Jean Duclos, a travaillé à cet effet. Et c'est une voix forte au soutien
du revenu de base pour tous. Et Adam Vaughan, qui est responsable en grande partie des stratégies de logement abordable. Cette conversation, je pense, va prendre de l'ampleur et qu'il y aura une résolution suite à la Convention libérale de cette fin de semaine. Et plus spécifiquement, je crois que ça va gagner en momentum. Je pense que c'est devenu populaire, mais éventuellement, ce gouvernement dans son calcul stratégique, ils vont probablement juger que c'est une initiative pour un gouvernement majoritaire, dans le sens qu'il voudra aller de l'avant avec le soutien d'un bon nombre de Canadiens. Je ne pense pas que ça s'est rejeté, mais je crois que le nouveau Parti démocratique à leur convention vont en faire un sujet principal également. Et ça promet d'être une stratégie efficace pour l'opposition. On parle maintenant du fédéralisme. Dans les soins de longue durée, comment espérez-vous voir le fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux travailler ensemble? Eh bien, ce gouvernement essaie de gérer cette ambiance intergouvernementale, les relations intergouvernementales actuelles. Quelques décisions ces derniers mois le reflètent bien. A placé Jim Carr dans le rôle et Dominique Leblanc avec des ressources additionnelles, mais a donné à la il est notable, et je dirais, Janice Charette, l'intérim au cabinet, est spécialisée dans les gouvernements interrationnels. J'ai travaillé avec Mme Charette quand elle était ministre adjointe et je crois que ce gouvernement écoute son point de vue et en prend compte dans le déroulement de la vaccination. C'est un enjeu brûlant. Comment travailler avec efficacité avec les provinces. Mais la politisation de la vaccination fait en sorte que je ne peux qu'être pessimiste. Les relations vont s'empirer à mesure que les défis augmentent. L'Ontario, par exemple, ce qui semble être, à la fin de cette semaine, près d'1 million de vaccins dans les congélateurs et non pas dans les bras de 14,7 millions d'Ontariens. Ceci va refroidir les relations entre la province et le fédéral. La situation est volatile avec ces joueurs principaux. Je pense que c'est prometteur, cet enjeu des relations interprovinciales. Maintenant, une question de Richard qui a disparu. Quelle serait la probabilité d'une taxe sur le gain capital à la vente d'une résidence principale? C'est une conversation depuis quelques années maintenant. Ce gouvernement, et je dirais aussi récemment que lorsque je travaillais avec eux, ils ne sont jamais coupables de fuite. Et je dirais donc ceci. Je crois
le départ de Bill Morneau représente le départ d'une influence fiscale plus conservateur. Morneau était toujours une voix forte d'opposition contre ce taxe sur le gain en capital à la vente d'une résidence principale. Mais, le côté du département des finances, ça existe toujours. La conversation a changé. Est-ce que la conversation va changer dans ce sens pour cette taxe, en faveur de cette taxe? Je crois que ce serait un engagement davantage pour un gouvernement majoritaire. C'est très possible. Je sais que c'est une conversation active depuis 5 mois au moins. Pour ce qui a trait à l'horaire d'une élection, on ne veut pas d'élection présentement. On a vu ce qui s'est passé à Terre-Neuve et Labrador avec une éclosion de COVID pour annuler l'élection et un retard. Et avec alors, quels partis seront motivés pour aller en élection présentement? L'opposition présentement veut retarder l'élection à l'après-crise. En autre mot, il n'y a pas d'appétit. Et ce n'est pas exprimé de toute façon. Le gouvernement également n'a pas envie d'aller en campagne électorale. Cependant, je crois qu'il faut surveiller étroitement les conversations de cette fin de semaine avec le nouveau Parti démocratique et les libéraux en convention. Les engagements des uns et des autres, et aussi notamment si on étudiait le programme de la Convention libérale, ils vont consacrer énormément de temps sur la planification d'une campagne. Vous pourriez dire que c'est une planification par contingence, mais tout gouvernement, et celui-ci en particulier, le fait qu'il a perdu un gouvernement de majorité. Alors, ceux qui veulent précipiter et veulent une majorité sont difficiles à faire taire. Des voix fortes pour un gouvernement majoritaire a toujours énormément de poids. Je dirais donc, les indications veulent que les gouvernements ont été récompensés par une majorité lorsqu'ils traversent une crise et je pense que notre gouvernement actuel tiendra compte des précédents de ce genre. Évidemment, les résultats de Terre-Neuve et Labrador ont été étudiés. Le premier ministre Ferré est revenu indépendamment de la chute de son taux d'approbation. Il a réussi. Et ce sera une fois de plus un argument important au sein du caucus. Donc, c'est une réponse assez longue. Le caucus va étouffer toute note de prudence que vous préférez un gouvernement. Donc, en d'autres mots, je ne serais pas surpris s'il y avait une élection en juin. En juin. Dernière question. Vos 3 prédictions principales et les politiques qui vont suivre le budget. Je dirais un rôle accru pour le gouvernement fédéral dans les soins de longue durée. Absolument. Un rôle accru du gouvernement à rééduquer et
des gens en chômage pour les remettre au travail, mais puis leur offrir un avenir prometteur, leur offrir de nouveaux emplois. Et troisièmement, un engagement accru dans le logement abordable. Et l'élément le plus important, un plan ambitieux d'infrastructure. Michael Sabia, son rôle comme ministre adjoint des Finances, reflète un point d'influence très fort à prendre cette décision. Semblable à ce qu'on a vu, aux États-Unis dans le contexte de leur projet de loi d'infrastructure. Je pense que ce sera très semblable ici au Canada. Ils sauront s'en inspirer. Merci, John, de ce partage, de votre perspicacité. Avec un gouvernement minoritaire, les conventions des partis, les budgets, etc. Les congrès des partis, un budget en avril, des enjeux qui ont uni et divisé la population canadienne. Cela fait que la politique fédérale prend une nouvelle intensité et mène à une élection qui semble de plus en plus inévitable en 2021. J'espère que ces perspectives vous ont aidé à mettre en contexte ces moments clés à venir sur la scène politique fédérale cette année. Quant à savoir si nous nous rendrons aux urnes avant d'avoir chacun notre vaccin, il faudrait savoir. Il est clair que pour avoir un impact en 2021 pendant les élections fédérales, nous aurons besoin d'une équipe plus forte que jamais. Si vous souhaitez faire partie du mouvement de la défense des intérêts des retraités fédéraux, joignez-vous à Rayonnement 338, notre réseau national de défenseurs qui travaillent ensemble pour faire avancer notre mission d'améliorer la qualité et la sécurité de la retraite de nos membres et de tous les Canadiens et Canadiennes. Notre réseau Rayonnement 338 est un excellent moyen d'influencer les priorités de notre prochain gouvernement. Merci encore à John Delcourt et Hill Note Strategies. Je terminerai en citant l'une de nos principales responsables de la santé publique pendant la pandémie de COVID-19, la docteure Bonnie Henry, en vous encourageant à continuer à faire preuve de gentillesse, de calme, de bienveillance les uns envers les autres et de la prudence. Et pour l'Est, Dr. Fitzgerald, tenez bon. Profitez bien du reste de la journée.